Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prends pas ça pour du cash. Philippe Richard Bertrand, on commence comme à l'habitude avec une petite revue d'actualité. Qu'est-ce qui a attiré ton attention cette semaine? Le nombre d'entrepreneurs qui ont l'intention de se lancer, d'entreprendre au Québec est en déclin de façon importante. Nathalie Riverain, qu'on connaît tous les deux, a fait une sortie assez médiatique au courant de la semaine. Là, Ça donnait suite à une étude qui a été publiée par le réseau Mentorat et HEC Montréal qui montrait effectivement là, que autant en fait le nombre d'entrepreneurs qui sont effectivement des entrepreneurs est en déclin que le nombre de gens qui ont l'intention de le devenir. Fait que c'est quand même deux facteurs là, assez inquiétants pour le Québec. Rajoute à ça le fait qu'il y a 40 % de plus de faillites à la même date que l'an dernier. Là, 43, c'est le chiffre l'un exact. explique probablement l'autre. Là. C'est peut-être un peu plus difficile d'être entrepreneur aujourd'hui que cela a été dans le passé. Ben, c'est sûr que si on ne lance pas d'entreprise, puis là, encore une fois, là, des statistiques, on en connaît plein, mais il y a 10 000 entreprises qui cherchent un repreneur juste dans la grande région de Montréal. À court terme. Rajoute à ça que les jeunes ou les moins jeunes ne semblent pas vouloir se lancer. On crée moins de sociétés. Et ça, dans un cycle de 5 ans, ça va nous rattraper à un moment donné. Là. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi plusieurs autres facteurs, là, mais ce qui est particulier, c'est que le Québec est fait un peu cavalier seul par rapport au reste du Canada où c'est assez stable. Ici, bon, évidemment, mon intuition, c'était de dire, bon, la COVID, les taux d'intérêt, mais le reste du Canada est aux prises avec exactement les mêmes facteurs et n'arrive pas aux mêmes résultats. Donc, je ne sais pas c'est quoi la particularité québécoise qui fait qu'on a moins envie, moins l'intention d'être entrepreneur ou d'entreprendre carrément? Je vais te donner ma perception, là, mais tu sais, on est la province la plus taxée en Amérique du Nord. On est la province qui est, moi, pour avoir travaillé dans plusieurs provinces canadiennes, c'est vraiment compliqué là, de travailler avec le gouvernement du Québec, là, avec le reporting. Le gouvernement, oui, effectivement. Le reporting est plus compliqué. On a deux rapports d'impôts. C'est compliqué. C'est compliqué. Puis je pense qu'à un moment donné, le gouvernement du Québec va devoir s'attarder à ça. Puis deuxièmement, depuis l'arrivée de la CAQ, qui nous a promis des grosses jobs payantes, mais qui a juste aidé multinationales, ils n'ont pas fait de grandes choses pour les PME. Tu ris, mais les grosses multinationales, souvent, c'est des grosses jobs payantes. Puis c'est ça qui est un peu paradoxal. Non, mais pour avoir travaillé... Dans tous les projets annoncés, là, tu sais... Ouais. Les projets réalisés. Moi, tu sais, c'est beau faire une annonce, là, puis couper le cordon, là, puis la pelletée de terre, puis la belle photo dans le journal. Mais tu sais, la grosse job payante est arrivée parce que ce qu'on voit dans les médias, puis pas uniquement de ceux de Québécois, là, tu sais, c'est qu'il y a une panoplie d'argent qui a été donnée à une panoplie d'entreprises pour qu'on garde le siège social pour ci, pour ça, pour ça. Puis finalement, ils finissent quand même par mettre du monde dehors. Ils ferment, ils s'en vont. Tu sais, mais en tout cas, chose certaine, c'est qu'il y a quelqu'un qui va falloir qu'il réagisse. Puis, honnêtement, la CAQ est embourbée dans un paquet d'autres problèmes. La CAQ, honnêtement, pour moi, qui a trouvé, qui avait espoir d'un gouvernement de, comme ils disaient eux-mêmes, là, de comptables et d'entrepreneurs, là, on a plus droit à un triste spectacle de taxation et de croissance bureaucratique. Ça, c'est sûr que c'est pour beaucoup une déception, mais j'ai quand même la misère à croire, Phil, que des gens qui pensaient se lancer en affaires ne le font pas à cause du gouvernement. Là. Ça me semble une défaite un peu, genre... Non, mais c'est facile de se trouver un job. Les salaires ont augmenté. Quand tu vois que les élus sont augmentés 30 % leur salaire. Santé Québec qui vient d'être lancé se sont donné un petit 10 % là, pour l'effort. Quand tu regardes tout ça, c'est ça qui fait. Honnêtement, moi, quand je regarde mes propres enfants puis qu'ils me disent « Hey, papa, entrepreneur », je dis « Colin, va travailler pour le gouvernement. Là. Si tu as un job à vie, tu vas te pogner le cul. » Phil, en tout cas, je ne sais pas pour toi, là, mais faire du 9 à 5, écoute, 46 semaines par année. Ils vont être à retraite à 50 ans.
OK. Après ça, lance-toi en affaires. On n'a qu'une vie à vivre. Va t'amuser. Ouais, moi, je préfère m'amuser tout au long. En tout cas, personnellement, ça va. Écoute, je voulais te parler un peu d'Ubisoft. Phil, je fais des suivis avec Mario Dumont assez régulièrement sur le dossier. Ça va pas super bien, là. Évidemment, tu le sais comme moi. Ils ont annoncé annuler d'autres jeux. Encore une fois, un jeu mobile qu'ils avaient lancé l'année dernière, le Gwen's Gateway, là, c'est un jeu d'aménagement intérieur. Je ne suis pas vraiment le public cible, je pense, mais bref. Et ce qui est particulier, c'est qu'ils annoncent, c'est un jeu en ligne, donc que tu joues sur le mobile, et ils annoncent qu'ils mettent le coup près là, dans quelques semaines, et genre, tu peux plus jouer. Il n'y a plus comme... Les serveurs vont être débranchés. Ouais, c'est ça. Et ça me faisait quand même réfléchir à cette nouvelle mode, évidemment, qui a fait carrément le nouveau modèle d'affaires de l'industrie du jeu, qui est toujours connecté, même si tu joues tout seul, tu es toujours connecté au serveur. Alors que moi, à une époque, on achetait le jeu, puis tu avais le jeu, là, je veux dire, jusqu'à temps que tu jouais sur ton soufflais PC, dans la cassette, mais genre jusqu'à temps que l'objet fonctionne, tu pouvais jouer 15 ans au même jeu. Maintenant, ça dépend du bon vouloir du studio, donc de l'éditeur, de maintenir ce jeu-là, de continuer à le mettre à jour. Donc ça. Et puis par ailleurs, donc Ubisoft là, a annoncé toutes sortes de délais là, sur différentes franchises. Évidemment, Assassin's Creed, qui est une des plus connues, a été reporté à l'an prochain, alors que ça devait sortir maintenant, juste avant Noël. Tu imagines, Phil, là, dans les cycles des jeux, là, soit tu sors ça en novembre ou tu rates carrément une période de vente. Puis c'est des jeux, là, juste pour que les gens se représentent, là, ça se vend là, en centaines de millions, voire en milliards de dollars. Là. C'est pas des... Fait que si tu décales à l'année d'après, à un moment donné, tu as une mauvaise année financière cette année, c'est pas mal certain. Tu sais, même la famille qui en est largement les frères Guillemot. Les frères Guillemot, il y avait des rumeurs qu'ils vendraient peut-être, là, ou qu'il y aurait peut-être une transaction hostile. J'ai aussi suivi cette affaire-là. En fait, c'est pas hostile. Tu te rappelleras, il y a peut-être, je me rappelle plus l'année, 5-6 ans, là, peut-être plus, le Vivendi, qui est un grand groupe français, avait fait, eux, une tentative d'achat hostile sur Ubisoft. Et les frères Guillemot, qui étaient très opposés à cette transaction-là, étaient allés chercher un partenaire stratégique, Tencent, qui est une grosse entreprise chinoise, qui est comme le plus grand joueur mondial dans le domaine du jeu vidéo. Là, ils ont des antennes à peu près partout. Et c'est resté comme ça pendant un moment. Je pense que Tencent détient comme 10%. Là, mais c'est assez pour... et les Guillemot ont peut-être un peu plus, mais ils ont surtout un droit de vote plus grand que leur détention. Bref, ils contrôlent la société. Et là, en fait, le prix de l'action, Phil, depuis 6 mois, est tombé de 40%. Là, donc, ça va vraiment mal, du point de vue boursier, du moins. Et donc, certains ont commencé à le dire, et je pense que les Guillemot ont alimenté cette rumeur-là, qu'il y aurait intérêt à sortir carrément de la bourse avec, encore une fois, l'appui de Tencent. Mais là, ce que ça veut dire essentiellement, Phil, c'est que Ubisoft serait presque contrôlé là, par ces intérêts chinois-là. Et tu peux t'imaginer, évidemment, avec la relation particulière, on va dire, qu'on a avec la Chine actuellement, que si Ubisoft devenait un groupe chinois, se pose la question de leurs activités au Canada, de leurs activités aux États-Unis. Activités au Canada qu'on a contribué à de 1 milliard de dollars mais tu sais, quand Ubisoft, tu parles de de job payante, là, c'en est aussi. Puis, quand tu donnes 1 milliard, si tu vraiment une job payante, tu subventionnes à 67 ouais, mais finalement, l'entreprise en paye juste 33. Je dirais quand même que ça a permis de créer tout un écosystème de jeux vidéo à Montréal qu'on n'aurait pas sans Ubisoft. 100%, mais là, tu essaies d'enlever la subvention, puis tout est en train de s'écouler. C'est un peu ça qui est en train de se passer. Il y a une épidémie, Phil, de vol de données dans ce pays, au Québec en particulier, en fait partout dans le monde, mais au Québec en particulier, on a la Commission d'accès à l'information qui est chargée de veiller sur ça, les incidents là, de sécurité où les gens comme toi puis moi se font voler leurs données. On en a vu plusieurs ces derniers mois, ces dernières années. Juste récemment avec l'Agence de revenus du Canada. L'Agence de revenus du Canada, comment ça s'appelle, les tickets Ticketmaster et tout ça. Bon, et encore une fois, on peut en nommer des dizaines. Il y aurait eu en tout 531 incidents, là, c'est-à-dire des compagnies où des milliers, des dizaines de milliers, des millions des fois de comptes ont été hackés. Et c'est assez particulier parce que depuis un peu plus d'1 an, la Commission d'accès à l'information a des pouvoirs additionnels et la loi 25. Et avec ces pouvoirs-là, ne fait rien. Et ça, en fait rien. Ils accompagnent et conseillent les entreprises. Mais moi, comme économiste, je te dirais, puis tu sais, je veux pas persécuter les entrepreneurs, là, mais ça reste que si tu ne prends pas au sérieux la cybersécurité et que tu exposes les données de tes clients à des vols de données comme ça, il me semble que
il devrait y avoir un coût. La loi a changé dans la dernière année. Une partie de la loi, c'est la loi 25. Puis les entreprises ont été obligées, il y a des entreprises qui ont investi des sommes colossales d'argent pour sécuriser. Et d'autres non. Et d'autres non, c'est ça. Alors, moi, je veux juste savoir, parce que, le vol de données, là, c'est pas une question de est-ce que ça va t'arriver. La question, c'est quand ça va t'arriver. Okay? Donc, il faut que tu mettes les mécanismes en place pour t'assurer que ça soit du moins plus difficile. Donc, t'en as qui ont fait les mécanismes, ça leur arrive quand même, mais on peut-tu se concentrer tout de suite sur ceux qui n'ont pas les mécanismes? Je comprends. Moi, ma seule... Puis j'ai été victime d'un vol d'identité, j'en ai fait un article dans le journal, j'ai fait le tour du Québec avec cette histoire-là, mais bref... c'était assez particulier parce qu'en fait, au final, puis tu sais, je prends mon exemple, mais c'est le cas des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes au Québec, au Canada, c'est qu'en fait, c'est finalement l'utilisateur qui doit démultiplier les démarches. On s'en est jamais parlé, ça m'est arrivé. Ça prend du temps à mourir. Moi, j'ai été obligé de prendre un avocat. C'est un coût. Puis là, toi, t'as payé, moi, c'est du temps, mais tu sais, ça m'a pris comme des dizaines d'heures, là, mais comme 40 heures. Moi, j'avais 3 cartes de crédit à mon nom. Mais donc, mon point, c'est que la compagnie, elle utilise mes données, elle les stocke, elle me fait du marketing, elle tire tout le profit. Puis quand il y a un incident, c'est moi qui dois payer par mon temps, ou toi, comme avec ton avocat. Mais c'est le consommateur qui finit par payer. Je suis comme, il me semble qu'il devrait y avoir un système de dédommagement que si, genre, Ticketmaster se fait voler mes données, ben il m'envoie un chèque de, je sais pas, $100, tu comprends, mais juste pour comme... il devrait y avoir un genre de pénalité, tu comprends, pour ben, tu sais, déjà que si juste il intervenait sur les incidents déclarés, là, il n'y a aucune intervention. Donc, c'est un organisme un peu comme... On termine, Phil, rapidement. Parle-moi de TGV. Moi, je suis super content de ça. Comme tu le sais, tout comme toi, là, j'ai habité en Europe. J'ai habité en Europe 3 ans. Incroyable. 98 à 2001. Puis moi, je connaissais pas ça quand j'étais arrivé en 98. Là, il y a plusieurs années. Puis je suis arrivé là-bas, puis hey, tu vas aller à Londres pour le week-end. Tu vas aller à Bordeaux. C'était capoté à un tarif excessivement agréable. Il y a des tarifs évasion de week-end, etc. Donc, de développer le TGV et surtout pour aider la mobilité intra-Québec, intra-Canada, parce que là, il y a un monopole qui s'appelle Air Canada. Et il y a Via Rail. Oui, mais tu sais, je suis d'accord, là, mais tu sais... Il y a mon char. Les dernières fois que j'ai pris Via Rail juste pour aller à Québec, parce que je dois aller à Québec assez souvent. Moi, comme une auto. J'aime ça de travailler. Oui, non, mais moi, j'aime le fait de pouvoir travailler. Mon point, c'est que c'est pas un monopole du transport Toronto-Montréal ou Québec-Montréal. Je suis d'accord, mais tu sais, ça prend 4 heures en train. 3 heures et demie. Ça prend de ta porte à la porte de ton client 4 heures en avion aussi, là, ça dit en passant. Non, mais faut aller à l'aéroport. Non, mais c'est ça, je te dis, mais c'est ça qui marche pas. Tu comprends? Après ça, tu dis, j'étais un peu déçu, moi, quand même, Phil, parce que ce que j'ai vu, c'est que c'était, je pense, c'est Montréal-Toronto en 3 heures. Tu sais, c'est pas... moi, j'ai habité en Europe, comme toi, à Strasbourg, qui était à 500 quelques kilomètres de Paris, et c'était 1h40. Non, je sais, mais là, c'est un bullet, là. Ouais, c'est un bullet. Mais là, en ce moment... Quand tu es sur un train de Via Rail qui fait Montréal-Québec, puis tu jases avec les gens, ils t'expliquent qu'ils ne peuvent pas aller plus vite qu'on va là, ce qui est déjà vite, parce que les rails... Ils sont pas assez solides. C'est capoté. Bref, je suis comme toi, évidemment, enthousiaste de la proposition. Je suis légèrement sceptique de la réalisation de ce projet. Tu sais qu'Air Canada est en liste pour le faire. Sans doute. Il y avait cette caricature, je pense que c'était d'André Philippe, je ne sais pas de qui, mais il y avait 3 personnes sur une gare. Un attendait le 3e lien, l'autre attendrait le tramway, l'autre attendrait le TGV, puis là, tu as juste comme le soleil qui passe, puis là, c'est la nuit, puis they're still waiting. En attendant Godot, Philippe Richard Bertrand, je disais aux recherchistes ce matin en studio que j'espérais que ce projet de TGV-là allait intégrer un dispositif pour accommoder les marchettes, parce qu'à 94 ans, quand je vais le prendre pour la première fois, je vais probablement avoir de la mobilité réduite. Philippe, c'est évidemment notre revue d'actualité. On a une émission spéciale aujourd'hui. Tu vas accueillir 3 entrepreneurs, 2 qui viennent de France et qui s'appellent tous les 2 Gwendal. Écoute, j'ai jamais rencontré de Gwendal de ma vie. Eux-mêmes ne savaient pas qu'il y en avait plus que 2 Gwendal, 2 Français, donc ils vont nous parler de leur projet de venir s'installer au Canada, et un entrepreneur d'ici, Étienne, qui a le projet, lui, d'aller s'installer en France. Donc, on fait une petite émission spéciale en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada.
chapitre Montréal. En tout cas, bref, quelque chose comme ça. Restez à l'écoute. 3 entrevues qui s'en viennent. À tout de suite. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Émission spéciale cette semaine, suite à notre rencontre, Francis, avec la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada, à Montréal. Je l'ai eu, hein? Elle nous a parlé d'un programme que cet organisme-là a monté pour aider des entreprises françaises à venir s'installer. Donc, on a décidé de recevoir 3 entreprises qui sont en train de réfléchir à s'installer ou qui sont installées au Canada. Et on commence tout de suite avec notre premier invité, c'est Gwendal Cobert de la firme Open Motion. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Peut-être nous expliquer un peu ce que ça fait, Open Motion. Oui, alors Open Motion, en traversant l'Atlantique, est devenu Visionome, avec un Z. Okay. On s'est dit que c'était plus... que c'était un nom qui sonnerait mieux au Québec et qui correspondrait aussi mieux à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une solution digitale qui est, on va dire, à la croisée de 2 choses très à la mode, mais très utiles, à savoir l'IA, qu'on utilise pour faire de l'analyse d'images, et la collecte de déchets et le recyclage. Okay. Voilà, puisqu'on a une solution qui s'adresse en fait aux équipes terrain qui font tout ce qui est nettoyage urbain, collecte de déchets, et qui permet notamment de récupérer tout un tas d'informations sur ce qu'elles font sur le terrain, en capturant l'information tout simplement avec des caméras embarquées et en l'analysant avec l'IA. C'est drôle parce que avant de débuter l'émission, j'étais sous l'impression que vous faisiez ça via une lunette connectée. Vous m'avez tout de suite corrigé. Alors, mais justement, je vous pose la question. Vous dites vous capturez, donc c'est via des caméras qui sont installées sur des dispositifs, sur des camions, sur des robots. Voilà. Expliquez-nous un peu justement d'où vient la donnée, justement. Alors, la donnée, elle vient, donc effectivement, vous parliez de camions. On a des caméras qui sont installées à l'arrière du camion. Donc ça permet de filmer et d'analyser ce qui rentre dans le camion. On a des caméras qui sont tout simplement celles que vous avez que les agents ont sur leur tablette ou leur téléphone. Ils repèrent quelque chose sur le terrain, ils prennent des photos, ils prennent des vidéos. Et puis, ce qu'on est en train de développer actuellement, c'est des caméras qui vont être embarquées, qui vont être installées soit sur la casquette, soit sur le gilet. Est-ce que ça s'inscrit un peu dans le concept, vous savez, en Amérique du Nord, on a beaucoup parlé du concept des smart cities, les villes connectées. Absolument. Qui ont eu un certain succès là, au Québec. C'est comme... c'est dans la courbe de Gartner, là, le cycle du hype, là, on dirait qu'on est un peu dans la vallée de la mort de la ville intelligente, mais effectivement, Gwendal, question pertinente. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont essayées dans ce domaine. Et puis, comme partout, quand vous avez de l'innovation technologique, vous essayez 10, 15, 1000 trucs. Et puis, il y en a qui marchent. Et le reste, on l'oublie. Et donc, vous faites ça, donc on parle de déchets notamment. Justement, parlez-nous un peu des industries qui bénéficient le plus ou en fait qui ont recours à vos services actuellement. Comment est-ce qu'on les démarche? Puis quand vous parlez de gestion des déchets, on parle de déchets là, comme à la maison ou c'est plus des déchets industriels, commerciaux, etc.? Alors, nous, on a 2 clients principaux. On a un client final qui est la ville ou la MRC. On s'adresse à des villes de toute taille. Le Québec, je crois que c'est 50 villes de plus de 20 000 habitants. Il y a 87, je crois, MRC. Et on a un client direct qui est celui avec lequel on travaille en général, qui souvent est le sous-traitant. Puisque souvent les villes ne font pas le ramassage des déchets. L'opérateur, le propriétaire des camions. Elles embauchent une société privée pour faire ça. Okay. Et donc, vous vendez ultimement... la personne qui vous paye, c'est l'opérateur, là, celui qui fait le chèque. Mais souvent, c'est la ville qui est le prescripteur. Mais ça lui permet d'optimiser ses opérations? Bien sûr. Par exemple, on a... J'ai axé mon discours sur l'analyse d'images, mais ça vient s'insérer dans une solution plus complète. On utilise le GPS, l'intelligence artificielle aussi pour optimiser les trajets, par exemple. Donc, comme le planning est automatisé, etc., vous économisez, on a constaté à peu près 20% sur vos coûts de carburant.
Parlons un peu d'intelligence artificielle. C'est Oui. un peu le sujet à la mode ces temps-ci. C'est clair. Vous le faites vraiment? C'est-à-dire, sans vouloir C'est-à-dire tout le monde dit qu'il fait de l'IA, mais à la fin, des Oui. fois, OK. c'est un gros Excel avec des if-then, là, où en fait, vous faites une arbre de décision un peu complexe. Ouais. Mais quelle forme est-ce que ça prend concrètement l'IA chez vous? Quel genre de profil travaille à développer votre intelligence artificielle? D'accord. J'aimerais un peu comprendre là, si on ouvre le capot, disons, Ouais. ce qu'il y a derrière. Là. Alors, le question. sujet de l'IA, c'est une espèce d'étiquette qu'on met un peu partout Exact. actuellement, surtout depuis 2-3 ans où il y a eu de grosses avancées sur l'IA générative. Tout le monde utilise ChatGPT pour faire un peu tout et n'importe quoi. Mais l'IA, ça couvre aussi ce qu'on appelait avant le machine learning, l'apprentissage machine, et notamment la vision machine. Nous, on n'utilise pas d'IA générative. On a un produit qu'on a commencé à développer en 2017. On a accéléré dessus en 2021. Et donc, on a des algorithmes en fait, qui analysent, qui sont capables de reconnaître ce qui passe dans le champ de vision, qui sont capables de reconnaître des genres de QR codes qu'on appelle des codes Haruko qui permettent d'identifier le conteneur, qui sont capables de dire tiens, c'est un conteneur qui est prévu pour du carton, mais il y a 2 bouteilles en verre dedans. Et plus vous mettez d'images, plus c'est intelligent, plus c'est rapide, plus c'est précis. Là. C'est un peu ça. Et donc, effectivement, oui, quand vous regardez dans les solutions qui sont vendues avec de l'IA comme étiquette, beaucoup, c'est du génératif, ChatGPT ou autre. Les spécialistes disent qu'on met autour un wrapper. C'est-à-dire qu'on met un bel emballage. Voilà. C'est ce que je disais. Moi, je vois des gens qui disent qu'ils font de l'IA. En fait, c'est un gros Excel. C'est comme, IA. Puis, tu sais, voilà. Je me demandais, mais qu'est-ce qui pousse une société comme la vôtre à vouloir s'expatrier, ouvrir une antenne canadienne à 7000 km de la France? Là, en fait, la société en question a été fondée par mon frère. Et c'est seulement depuis 12-24 mois qu'on a atteint un stade de stabilité et de développement et de maturité qui nous a permis de commencer à réfléchir à aller à l'international. Vous êtes actuellement en Europe, en France, ou est-ce que vous êtes dans d'autres pays européens? Alors, aujourd'hui, uniquement en France. Okay. Et moi, en fait, je suis à Montréal depuis bientôt 4 ans maintenant. Ah oui, d'accord, OK. Donc, c'est d'où le... Voilà. C'est pas, on part de la France et on va aller au Canada. Il y avait une... Non. On n'a pas, vous savez, faire tourner la map monde, c'est ping au pif. Super, le Sahara. Je suis toujours un peu étonné de voir des sociétés françaises qui choisissent... dans votre cas, on comprend qu'il y avait peut-être d'autres motifs, mais qui choisissent le Canada alors que, bon, il y a l'Espagne, l'Allemagne, il y a quand même des marchés... Bon, je comprends que la langue est différente, mais ça reste qu'en termes de complexité, de monnaie, de tarification, ce serait probablement plus simple d'aller à Karlsruhe qu'à Montréal. Oui, mais ce serait peut-être aussi moins intéressant. Pour nous, le Québec, c'est intéressant, pas juste parce que j'y suis, mais aussi parce qu'on s'est dit que c'était le pire environnement et le meilleur environnement. Le pire environnement parce que le Québec, c'est très grand. C'est 5 fois la France en termes de territoire. Et nous, on a une solution qui gère les équipes terrain, qui se déplacent en permanence. Le Québec, vous pouvez avoir de la glace qui tombe du ciel, vous pouvez avoir des températures à moins 40. Nous, on a une solution qui est prévue pour travailler en extérieur en permanence. Il n'y a qu'une partie du Québec qui est correctement couverte en termes de données, de sans fil, etc. Et nous, on a une solution qui est très basée sur les données. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est si on arrive à atteindre un niveau de fiabilité industrielle au Québec, on y arrivera partout. Mais le Québec, c'est aussi le meilleur environnement parce que ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait d'abord un instant décisif, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une vraie volonté de passer sur de l'économie et du développement durable. Il y a une vraie volonté d'innovation. Ça, c'est sûr que comparé à peut-être l'Alberta, on est ailleurs là, au Québec. Clairement. Et on a trouvé aussi... moi, j'ai pas mal d'amis, ma femme, etc., qui travaillent dans le monde des startups. Et on a trouvé qu'il y avait vraiment un univers, un écosystème de startups entre les incubateurs, les accélérateurs, les universités, qui était vraiment propice. Au Québec. Au Québec, puisque au Québec, on ne vient pas faire que du développement commercial. On compte aussi faire ici une partie de notre développement technologique.
Et c'est une histoire, donc le Québec, c'est pas Ottawa, c'est pas le Québec, mais une partie de l'analyse d'image a été développée avec l'Université d'Ottawa il y a 3 ans maintenant. Et là, donc, l'entreprise, est-ce qu'elle existe au Canada actuellement? Ou est-ce que vous en êtes? Peut-être un peu nous parler de votre On est à l'incorporation. état, OK. Voilà. Et là, c'est quoi l'horizon, disons, réaliste? Oui. L'incorporation va se faire dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, on est dans une phase de compréhension du marché, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on pense que notre produit, il va correspondre à une demande au Québec, mais on veut surtout pas faire l'erreur de se dire on est français, on est géniaux, tout le reste du pays, du monde, y compris le Québec, fonctionne comme nous. On veut surtout pas rentrer là-dedans. On part du principe qu'une ville de sud de la France a pas forcément les mêmes problématiques que Rimouski. Où il fait toujours entre 16 et 22,4 degrés. Voilà ce que je veux dire. C'est... Ce qui compte pour... Mais au moins, à Rimouski, il y a moins de comptes qu'à Montréal. C'est ça. Oui, mais juste météorologiquement, Ouais, c'était un point. Puis la densité, évidemment, du territoire n'est pas la même. Le Rimouski, puis Voilà. Nice, là, tu sais, c'est pas le même nombre d'habitants au mètre carré, puis de poubelles ou je sais pas quoi. C'est pas les mêmes priorités, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas les mêmes choses en tête. Mais en termes de marché, est-ce que c'est un gros marché? Oui, quand même. C'est ce que je vous disais. Il y a 50 villes de plus de 20 000 habitants. Donc, il y a des millions de tonnes de déchets qui sont produites chaque année. C'est sûr que si on colle l'étiquette d'optimisation des routes, le sous-traitant de la ville, s'il y a des économies à faire de carburant, directement, de temps, alors, je pense que ça peut être très gagnant. Faire. Absolument. Et puis après, le Québec, c'est peut-être aussi pour nous la porte d'entrée sur le reste de l'Amérique du Nord, le reste du Canada. Le reste du Canada, oui, souvent dans un premier temps. Encore une fois, on aura l'occasion peut-être de s'en reparler, mais en tout cas, avec plaisir. Bienvenue déjà, pas à vous, mais à la société, à l'entreprise au Québec. Puis on va suivre ça avec énormément d'intérêt. Merci d'avoir accepté notre invitation à Prends pas ça pour du cash. Et merci de m'avoir reçu. Gwendael Cobert d'Open Motion. Visionome. Avec un Z. Avec un Z. On va faire nos recherches à ce sujet-là. Merci. Voilà. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Je rappelle qu'on est sur l'émission de la French Tech, des entreprises françaises qui essayent de s'établir au Canada. On est avec Gwendael Daniel, qui est directeur chez eSupplier. Alors, salut. Bonjour à tous. Tu peux-tu nous expliquer ce que ça fait, eSupplier? Alors, en fait, à eSupplier, on accompagne les grandes entreprises dans la gestion de leurs fournisseurs. Pour expliquer un peu le contexte, dans n'importe quel secteur d'activité, toutes les entreprises ont énormément de fournisseurs à gérer, que ce soit des fournisseurs de biens ou de services. Et en fait, parmi ces fournisseurs, ils ont des fournisseurs stratégiques, donc avec qui ils doivent garder la relation en direct. Et ils ont aussi des fournisseurs non stratégiques. Et leur problématique aujourd'hui, c'est que les fournisseurs non stratégiques leur prennent autant de temps à gérer que les fournisseurs stratégiques. Et donc, cette partie-là, ils peuvent la sous-traiter et ils font appel à des sociétés comme la nôtre. Donc, concrètement, donne-nous un exemple, sans nous nommer de nom nécessairement, là, mais ce serait quoi un client typique là, chez eSupplier? Alors, par exemple, on accompagne les plus grosses sociétés de conseil en TI du monde et ils nous sous-traitent la gestion de genre CGI, là, ou... pour pas les citer, mais par exemple, même encore plus gros que CGI, même. Ouais, Capgemini, peut-être. Par exemple. OK, par exemple. Donc, eux, ils ont plein de fournisseurs. Ils achètent des post-it. Ils ont des gars comme moi qui font des pet's bouts de mandat à l'occasion. Ils ont le mec qui leur loue les bureaux. Ils ont plein de fournisseurs, dans le fond, c'est ce que tu dis. Exactement. Et qu'est-ce qu'une société comme la vôtre leur propose exactement? Alors, 3 services. Le premier, c'est que pour eux, on porte administrativement leurs pigistes. Par exemple, ils ont des dizaines de milliers de pigistes et ils ne gèrent pas la partie administrative. C'est nous qui faisons les contrats avec eux, c'est nous qui faisons le suivi des comptes rendus d'activité, la facturation, le reporting, la gestion de la compliance. Tous ces éléments-là, ça leur prend beaucoup de temps et ils nous la sous-traitent. Donc ça, c'est la première activité qu'on fait avec eux. Les pigistes, là, donc tous les gens qui travaillent, qui ne sont pas salariés, dans le fond, donc ça peut être toutes les semaines ou une fois par année, peu importe, vous gérez cette partie-là. Exactement. Okay. Ça, c'est un exemple.
Oui, non, mais Mais- juste mais- pour me... Pour Je comprendre. joue au naïf pour un peu vraiment essayer de comprendre. Donc là, cette partie-là, ça fait que là, c'est Une activité. ouais. Donc, ce portage administratif-là, on peut le faire sur les services, que ce soit sur les TI, le marketing, le RH, l'événementiel, tout ce qui concerne le service. Ok. On peut aussi le faire sur le produit, comme tu disais, par exemple, les post-it, qui ne sont pas stratégiques pour les entreprises. La deuxième activité qu'on fait, c'est qu'on les aide à trouver le bon fournisseur. Notre cœur de métier, c'est de le faire sur le service aujourd'hui. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple que tu disais tout à l'heure sur CGI. Ils vont nous dire, voilà, on a besoin d'un développeur. Est-ce que vous en avez? Oui, non. Développeur web, là. Voilà, c'est ça, développeur. Vous êtes quasiment comme une agence de chasse de tête, là, quand vous... Alors, c'est quand même ouais, en fait, la ligne est mince, là, entre fournisseur et quand tu dis qu'on Et trouve pourvoyeur. un développeur web, pour moi, tu sais, je pourrais appeler, je sais pas, là, alors, Randstad, là, tu comprends? ouais, je vois très bien. Boyden, là, tu comprends, pour me trouver un développeur, là, fait que c'est intéressant comme... ouais. En fait, ça, ce que tu viens de dire, par exemple, c'est leur fournisseur stratégique. Si je prends l'exemple de CGI, ils vont travailler avec des firmes de conseil, des très grosses firmes de conseil, qui sont leurs fournisseurs stratégiques. Ça, on leur laisse. Aujourd'hui, ils veulent les gérer, c'est stratégique pour eux. Par contre, par exemple, pour des besoins de développeurs un peu plus spécifiques, très expérimentés, qui sont soit en tant que pigistes, en tant que travailleurs autonomes, ou soit dans des petites firmes de conseil, et là, ils ne vont pas rentrer dans leur panel de fournisseurs un nombre incalculable de structures. Et nous, on intervient en tant que société d'intermédiation et on fait le lien entre des dizaines de pigistes ou de travailleurs autonomes, voire des centaines, ou des dizaines de petites firmes de conseil qu'ils ne veulent pas intégrer dans leur panel de fournisseurs. C'est là la différence entre nous et ce que tu disais, les fournisseurs. Pour recommander un peu des fournisseurs. Alors, on a une communauté OK. qui est composée de pigistes et de petites et moyennes firmes de conseil. Et par exemple, quand un des acteurs, comme tu as évoqué tout à l'heure, fait appel à nous pour la partie recherche de ressources, on sollicite cette communauté. Et qui vous paye là-dedans? C'est CGI ou C'est le client. vous prenez une cote sur les honoraires? C'est ça. Non, mais... C'est ça. Et qu'est-ce qui pousse une société comme la vôtre de vouloir venir s'implanter au Canada? Alors, aujourd'hui, on accompagne des acteurs, des grandes banques, des grandes sociétés de conseil en Europe qui nous ont sollicité pour qu'on les accompagne aussi en Amérique du Nord. Donc ça, c'est le premier point. C'est de suivre la clientèle. C'est ça, exactement. Le deuxième point, je dirais que c'est comment on a remarqué qu'il y avait moins d'acteurs comme nous ici en Amérique du Nord. Donc, ça veut dire qu'il y a un marché et qu'on peut accompagner les clients qui en ont besoin sur le marché. Donc là, tu parles tout de suite d'Amérique du Nord, Oui. là, mais là, dessine-nous un peu le portrait de votre stratégie là, sans nous révéler de grands secrets, mais vous êtes ici sous l'invitation de la Chambre de commerce avec l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. Est-ce que le plan, c'est Montréal? Est-ce que le plan, c'est tout de suite tout le Canada? Est-ce que c'est vraiment un plan tout de suite toute l'Amérique du Nord? Ouais. Alors, en fait, la stratégie de développement, c'est de s'implanter et de s'adapter au marché aussi. On sait qu'on ne peut pas reproduire ce qu'on a fait en Europe ici. Il faut s'adapter au marché et comprendre comment il fonctionne pour adapter notre modèle à ce qui se fait ici. On sait qu'il y a un besoin, mais on sait que ça ne va pas être exactement la même chose qu'on fait en Europe. Aujourd'hui, moi, j'ai le scope Montréal, Québec, Canada et Amérique du Nord. C'est d'avancer. Et donc, tout ça en même temps? C'était ça un peu ma question. Là, non. Est-ce que vous commencez par Montréal? On commence par Ok, Montréal. c'est ça. Ok. Et en fait, on a des références clients déjà aux États-Unis, à Toronto, Sans doute. dans l'Amérique du Nord. Mais aujourd'hui, moi, je suis à Montréal. Je développe l'activité à Montréal, la structure à Montréal. Et l'ambition, c'est sûr, c'est de se développer. Et toi, est-ce que tu étais en France ou à Montréal ou Moi, tu émigres ici ou tu viens en mission commerciale, tu repars? C'est quoi la stratégie derrière? oui, Stratégie humaine, là, en Ouais. fait. Là, ouais. alors, moi, j'étais en France avant, donc chez iSupplier. Avant ça, j'étais en firme de conseil, TI. Ok. Et donc. Chez Capgemini. Non. Ah non, malheureusement. Ça aurait pu, mais non. Et comment. Donc, moi, avant, j'étais en Bretagne, du coup, en France. Et j'ai rencontré Nicolas qui m'a présenté le projet et la vision de l'entreprise, iSupplier, pour développer l'activité ici en Amérique du Nord. Moi, le projet m'a convaincu. Avant, j'étais plus orienté sur le service. Là, j'avais envie de m'orienter plus sur le produit. Donc,
c'est comme ça que ça s'est fait assez naturellement, assez simplement. Là, t'habites à Montréal maintenant? Ouais. Ah oui, ça ok, fait donc t'es quelques déménagé, mois. là. C'est Ah, pas, j'ai ok, déménagé, t'es je pas suis comme le disait Phil, Ouais, t'es pas en mission là. commerciale, t'es arrivé, t'es installé ici. C'est là. pas un avion à prendre à 16 heures. Non, je suis là depuis quelques mois maintenant et le projet c'est de rester ici, de développer la structure, de construire toute l'équipe en fait pour avoir un développement on va dire aussi bon que celui qu'on a eu en Europe. Et pour l'instant, l'équipe, c'est toi? Alors on est 3 à Ok, Montréal. donc ça commence déjà à créer de l'emploi. Là. Ça commence à créer de l'emploi et on est une trentaine de collaborateurs en tout. Ok. Au niveau, international. Incluant la France. Là, C'est ça, incluant la France. Et je suis un peu curieux, mais donc là, il y a évidemment un volet commercial. Il faut convaincre des entreprises de vous donner du travail, là, de vous faire confiance. Mais c'est quoi les autres jobs à pourvoir dans une compagnie comme iSupplier? Qu'est-ce que vous cherchez des petites startups? Vous appelez des pigistes comme moi pour dire hey, Francis, serais-tu intéressé d'être dans notre registre des fournisseurs potentiels? C'est quoi le travail finalement qu'il y a derrière une fois que tu as vendu aux clients de vous faire confiance? En fait, aujourd'hui, il y a vraiment différents pôles d'activité. Il y a le service administratif, toute la partie que je vous disais tout à l'heure sur la gestion des contrats, le suivi des comptes rendus d'activité, la facturation, le reporting. Nous, on a une équipe qui est humaine, qui est dédiée à ça. Donc, qui fait ça. Donc, qui fait ça pour nos clients. Ça, c'est le premier pôle. Il y a le deuxième pôle, donc, qui gère la relation avec les clients. Donc, le fait d'aller chercher des nouveaux clients pour savoir si on peut les accompagner. Donc, c'est l'équipe commerciale, tout simplement. Et on a une troisième équipe qui est l'équipe technique. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a 2 activités. Donc, le fait de trouver des bons fournisseurs et le fait de gérer ces fournisseurs, de simplifier la relation avec eux. Mais on a aussi une troisième activité. Ces 2 services, ils sont sur un outil, une solution VMS, enfin une plateforme VMS en SaaS que les clients peuvent utiliser en interne s'ils n'ont pas de solution, ou alors que nous, on utilise en interne, parce qu'elle est bien, notre solution. Donc, ultimement, l'objectif, c'est de rendre ça plus automatisé et moins humain, là, entre guillemets. Il y aura toujours de l'humain, certainement, là, mais d'automatiser un plus grand nombre de ces tâches-là que vous faites actuellement à la main. Exactement. C'est ça. En fait, les 3 équipes, donc l'équipe business, l'équipe l'équipe commerciale, l'équipe qui aujourd'hui administrative, sans eux, on peut rien faire non plus, et l'équipe technique qui est là pour justement automatiser les tâches, simplifier aussi la vie de notre équipe administrative pour qu'on puisse proposer des nouveaux services à nos clients aussi, quoi. Très intéressant. Je suis peut-être naïf, mais moi, je suis consultant dans la vie, puis je fais un peu ce que vous faites dans la mesure où on me sollicite, puis là, je réfère un expert, un développeur dans mon réseau, évidemment à une toute petite échelle d'un individu, mais je me demandais, j'ai comme une intuition, puis j'aimerais que tu me corriges, Gwendal, mais qu'il n'y a pas une grosse barrière à l'entrée, que c'est le métier d'intermédiation, il y a plein de gens qui le font dans l'économie. Pourquoi est-ce que j'irais vers une solution SaaS, une solution avec toute faite, là, plutôt que d'appeler Johnny bien connecté puis avoir des références de sa part? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, des sociétés comme la nôtre, il n'y en a pas plein. Parce que on travaille, comme je disais, avec des acteurs majeurs qui réalisent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, de volume d'affaires. Donc en fait, les acteurs, par exemple, moi et mon réseau LinkedIn, là, non, mais tu sais, je blague, mais tu vois ce que je veux dire, là, tu sais, des gens qui ont plein d'amis, plein de connexions. Mais mets-toi dans la tête d'un CGI. Un CGI, pour prendre l'exemple, je pense qu'il va préférer avoir une solution mondiale, nord-américaine, que Philippe et Francis qui peuvent l'aider à Montréal, Québec, Toronto, Sherbrooke. En fait, c'est possible, mais c'est vrai que les grosses sociétés comme ça ne vont pas intégrer dans leur panel de fournisseurs un pigiste en direct. Enfin, nous, on ne l'a jamais vu, en tout cas. Et pour eux, ils ne le font pas parce que ça leur prend trop de temps et ils ont besoin d'automatiser ce genre de tâches, quoi. Et c'est là où vous intervenez, évidemment. C'est ça. Très intéressant, en tout cas. C'est comme un univers qu'on connaît finalement pas
tant. Là. C'est comme un peu sous le capot, finalement. Là. C'est un peu peut-être derrière les portes closes, mais effectivement, certains grands groupes ont assurément besoin de ce type de service. Gwendal Daniel, directeur donc, de la plateforme nord-américaine de iSupplier. Merci d'être venu à l'émission. Merci à vous de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. C'est notre dernier invité. C'est toujours l'émission spéciale qui est en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. On a reçu les 2 premières invités. Francis, c'est des entreprises françaises qui venaient s'installer. C'est pas juste des entreprises françaises, c'est des Gwendal, en fait. Oui, c'est des Gwendal qui viennent s'installer au Québec. Et là, c'est une société québécoise qui s'en va s'installer en Europe. On est avec Étienne Lamy, qui est du groupe GIR. Alors, pour commencer, Étienne, peux-tu nous expliquer ce que ça fait GIR? Ouais, qu'est-ce que ça mange en hiver, le groupe Investissement Responsable? En fait, le groupe Investissement Responsable, c'est une société de consultation spécialisée en gestion du droit de vote. Donc, la gestion du droit de vote, c'est super simple. Une action, un vote. Donc, quand les grands fonds de pension et les gestionnaires d'actifs détiennent des actions... Droit de vote pour les actionnaires dans les assemblées générales. Exactement. Parce que vous faites pas Donald Trump n'est pas dans votre purview. On n'analyse pas les politiques à l'Assemblée nationale. C'est important pour nos auditeurs de le préciser. Fait que spécialisé en droit de vote corporatif, on pourrait dire. En démocratie actionnariale, si on veut. Très intéressant. Exactement. Puis, c'est quel type de société qui fait affaire avec vous? Commençons au Canada là, en ce moment. Là, qui se paye des systèmes de vote comme ça? 60% en fait, c'est des détenteurs d'actifs. Donc, c'est des fondations, des régimes de retraite, des communautés religieuses. Puis 40%, c'est des gestionnaires d'actifs. Donc, des gestionnaires de portefeuille. Très intéressant. Puis donc, concrètement, qu'est-ce que vous offrez? C'est une solution logicielle? Tu disais, vous êtes des consultants, vous faites des interventions, vous faites de la formation. Explique-nous un peu concrètement. Ouais. En fait, nous, qu'est-ce que vous faites au jour le jour? On est plus proche d'un centre de recherche que d'une formation en TI. Okay. On offre de l'analyse sur les propositions qui sont soumises au vote des actionnaires. Dans les dernières années, ça a explosé, le type de proposition. Avant, on avait les administrateurs, la rémunération, l'auditeur. Là, on a toutes les propositions d'actionnaires. Donc, les gens ont commencé à vouloir que les entreprises cotées en bourse aient des plans d'action climatique, qu'il y ait plus de diversité, qui respectent différents standards. Donc là, on a des propositions d'actionnaires, des groupes de pression qui vont amener des propositions. Puis nous, on est là, en fait, pour faire l'arbitrage de qu'est-ce qui est bon pour l'environnement, mais aussi bon pour le secteur financier. Puis, donc, vous appelez GIR, Groupe Investissement Responsable. On n'a pas cherché le nom très, très loin. Je suis d'accord avec toi. C'était pas une critique sur la raison sociale, mais c'est plus de dire clairement, sous-entendu, votre mission, votre quête, c'est, comme tu viens de l'évoquer, c'est d'intégrer peut-être davantage de ces éléments-là de responsabilité. Tu parlais de développement durable, de DEI, etc., dans la gouvernance d'entreprise. Exact. Ça semblait ça. Tu avais un petit côté pas revendicateur. Responsable, là, mais, un petit côté engagé, en effet. Faites pas juste offrir des conseils, là, ce que je veux dire de manière neutre. Là, on essaie d'être le plus neutre possible. On s'assure que ça soit des bonnes pratiques de gouvernance, que ce soit reconnu par la recherche, mais on a un jupon qui dépasse pour des propositions qui sont un petit peu plus axées vers la responsabilité sociale des entreprises. Et pourquoi faire tu sais, je fais juste me demander, pourquoi jumper en Europe, en France, à 7000 km du Québec? En fait, en 2020, le groupe Investissement Responsable a eu une nouvelle mouture. Moi, j'ai acquis l'entreprise en 2020 avec d'autres partenaires, dont les contrats de vote de SHARE, Shareholder Association for Research and Education, un organisme non lucratif basé à Toronto et Vancouver. Donc, on a des clients maintenant à Vancouver qui sont à 6000 km. Donc, pourquoi ne pas aller en France quand la France est le 14e plus gros marché mondial comparativement à Toronto qui est 30e? C'est un marché qui est super intéressant. Puis l'autre effet, c'est qu'en 2023, notre compétiteur français, la petite société de gestion de droits de vote Proxinvest, a été acheté par un des deux gros. Donc, il y a plus de joueurs progressifs qui s'occupent de la gestion du droit de vote basé à Paris. Donc, le marché est un peu ouvert, il est un peu laissé libre. Donc, nous, on s'intéresse beaucoup à aller vers le marché parisien. J'aimerais un peu t'entendre sur le fond, là, qui est un sujet évidemment qui m'intéresse personnellement beaucoup. Là. Je devine que derrière votre, je sais
pas si c'est de l'activisme, là, mais en tout cas derrière votre conviction, il y a cette émergence, cette popularité là, des principes ESG, des principes de développement durable de l'ONU, etc. Ça, je sais pas comment dire. Ça fait l'objet de certains débats actuellement. Là, puis je suis pas contre la vertu, là, évidemment, mais tu sais, justement, l'intégration du E, du S puis du G, par exemple. Puis est-ce que le SG, c'est le développement durable? Puis, tu sais, puis bon, il y a même en Floride, là, je t'apprends rien, mais tu sais, carrément des politiques qui disent on doit plus considérer ça, c'est le rendement financier qui prime surtout. Comment vous positionnez un peu dans ces grands débats-là actuellement? Tu fais référence au greenwashing, là, de moins divulguer de données pour... Et inversement au greenwashing, là, parce qu'on peut dire des gens comme vous peut-être qui habilitent, là, je ne veux pas faire ton procès, mais tu sais qu'on fait des belles affaires à l'Assemblée générale, on se met des normes DEI, puis après ça, on business as usual. J'aimerais un peu t'entendre là, sur le fond de l'affaire. Ce que la recherche du côté financier démontre, c'est qu'en intégrant les risques ESG, donc une gestion des risques plus large que les risques traditionnels, on est capable d'avoir des rendements qui sont légèrement supérieurs à la moyenne parce que, essentiellement, on a les mêmes hauts financiers, mais on a des downs qui sont moins bas. Donc, on est capable d'aller chercher un rendement qui est un petit peu supérieur à une gestion traditionnelle. À long terme. À long terme. C'est un risque environnemental, ça reste un risque. Un risque social, ça reste un risque. Donc, si on est capable d'élargir la vision des risques traditionnels, financiers, à des questions de diversité, des questions climatiques, on est capable d'aller chercher un rendement qui serait, puis là, on met ça, il y a de la recherche en finance qui se fait à tous les jours, on serait capable d'aller chercher un rendement qui est légèrement supérieur. Nous, on s'inscrit dans la gestion du droit de vote, donc en étant un actionnaire actif, en connaissant les conseils d'administration, en connaissant les rémunérations, on est capable d'avoir une vision peut-être un petit peu plus globale. Donc, d'être capable de réduire nos risques. L'idée de l'ESG, l'idée de la gestion du droit de vote, ça reste de faire de l'argent. L'objectif, c'est de payer des pensions, c'est de s'assurer que les actionnaires, via leur fonds de pension, puissent, à long terme, avoir une pension. Là. Il y a aussi en parallèle, puis c'est intéressant de t'entendre, là, parce que c'est un univers qui est évidemment fascinant là, de comment on gère ces entreprises-là. Il y a aussi aux États-Unis, en tout cas, une montée là, de ce qu'on appelle les investisseurs activistes là, qui viennent un peu souvent pour foutre le bordel, remplacer la direction générale, etc. Puis souvent, eux, leur playbook, là, c'est très financier, justement. Est-ce que des fois, vous vous retrouvez, vous, comme un peu opposé à certains de ces acteurs-là, qui viennent chambouler la gouvernance puis remplacer la direction générale pour dire on doit optimiser le profit. Ça semble être un discours contraire à celui que tu nous expliques depuis tantôt. Exactement. Là. Et dans les dernières années, on a vu aussi une montée de l'anti-ESG aux États-Unis, donc des groupes militants d'extrême droite, conservateurs, qui, eux, utilisent la démarche ESG ou la démarche d'investissement responsable de soumettre des propositions d'actionnaires pour faire une démonstration par l'absurde. Exact, que la diversité ne fonctionne pas, que les changements climatiques n'existent pas. Donc, qui demandent aux entreprises de s'engager à investir dans les énergies fossiles. Donc, nous, on se retrouve un peu entre l'arbre et l'écorce dans ce sens-là parce qu'on a des objectifs d'élargir la gestion des risques, on a des objectifs d'être des investisseurs actifs, mais on ne peut pas non plus soutenir toutes les propositions. Il faut éventuellement juger un peu de l'arrière-pensée des propositions. Puis, dans la stratégie que vous avez avec la France, comme tu dis, 14e marché là, dans votre secteur d'activité, contrairement à Toronto, je pense que vous êtes 30e. C'est-tu vraiment de déménager des Québécois là-bas pour capitaliser le marché? C'est-tu de faire... Tu sais, dans les sociétés qu'on a reçues françaises, c'est vraiment du monde qui se sont établis ici. Là. Donc, allez-vous établir des Québécois en France ou ça va fonctionner par des allers-retours en avion? Je risque de faire des allers-retours en avion, mais la chance qu'on a, en fait, au groupe Investissement Responsable, c'est que le 2/3 de l'équipe de direction est française d'origine. Donc, c'est un peu ça, là, les sociétés québécoises basées c'est des Français qui habitent ici maintenant depuis des dizaines d'années. Et donc, ils connaissent quand même le marché français, ils ont des contacts, des amis. On a des racines, on a des réseaux déjà en France, mais l'idée, c'est d'avoir un bureau à Paris avec des Français qui composeraient l'équipe. L'idée, c'est toujours de faire partie de l'écosystème d'investissement responsable. On est très impliqué à Montréal, on est très impliqué au Canada, le groupe Investissement Responsable. Donc là-bas, c'est d'avoir cette formule-là de
mais quelles sont les préoccupations françaises des investisseurs français, puis les ramener dans nos rapports. Je veux pas être trop élitiste là, dans notre échange, mais je suis comme un peu. J'ai une petite interrogation, tu sais, puis je n'y connais rien, fait que c'est pour ça que je t'interpelle. Tu sais, le droit des actionnaires, là, puis comment on monte une assemblée générale, puis on soumet, tu dis, une proposition de plus de fossiles, moins de fossiles. J'ai le sentiment, là, puis c'est là, mais que c'est très différent d'un pays à l'autre. Là. Moi, quand je faisais mes études au HEC il y a très, très longtemps, on disait, par exemple, en Allemagne, là, le stakeholder capitalism, là, que c'est vraiment très... Les syndicats sont là, puis tout le monde est à la table, un peu de négociation. La France, c'est une autre affaire. Le Canada, êtes-vous connaissant là-dedans? Puis si oui, quelle différence vois-tu, en fait, essentiellement, mettons, entre Toronto puis Paris, là, entre le Canada et la France sur ce C'est plan-là? deux systèmes de gouvernance complètement différents. Comment? Nous, en fait? au groupe Investissement Responsable, on analyse à peu près 2750 entreprises cotées en bourse partout dans le monde. Donc, on a des expertises autant sur les entreprises chinoises, australiennes, qu'européennes, que nord-américaines. Les systèmes de gouvernance sont complètement différents. Tu sais, le Japon, là, c'est un autre... Le Japon, exact. On a des taux d'indépendance de comme 10 il n'y a pas de femmes sur les conseils d'administration japonais où ça commence. Une femme sur les conseils d'administration, c'est comme... Sur 20 personnes. Exact. Ils ont tous 80 ans en montant. C'est peu diversifié. Donc oui, on a des expertises, mais on veut développer surtout l'expertise sur le marché français, mais plus largement, ça reste que le bureau à Paris est une tête de pont pour nos ambitions européennes, Belgique, Luxembourg. Fait que je te repose ma question, c'est quoi les différences entre le Canada et la France, là, mettons? Spécifiquement sur les conseils d'administration. Grande ligne, là, explique ça à ma mère, là, mettons. Non, mais... 10 propositions, c'est une assemblée classique canadienne, 8 à 10 administrateurs, rémunération, vérificateur, donc firme comptable. On règle ça en 12 propositions, une entreprise canadienne, peut-être une ou deux propositions d'actionnaires. En France, 26 propositions. Émission d'actions, rachat de capital, les charges pour les mandataires sociaux, l'élection du conseil d'administration, beaucoup plus long. Beaucoup plus de propositions. Ça dure une journée. Ça dure une journée. Mais ça, c'est la France. C'est toujours un petit peu plus long. On a toujours besoin de plus de mots. Attention à ce que tu dis, là. On ne voudrait pas vous enlever des clients. Mais oui, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, il y a plus de travail pour des gens comme vous. Il y a plus de travail. C'est un marché qui va être plus compliqué pour nous, mais c'est un marché qui nous enthousiasme parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'acteurs. Il y a beaucoup plus de gestionnaires d'actifs en France. Pas avec ça, je pense que les sociétés françaises sont généralement plus grosses que celles du Québec. Là, en termes de grosse, une PME. Quand tu parles d'une PME en France, c'est 500 employés. Là, ici, c'est 100 employés. Exact. C'est sûr que nous, on s'intéresse vraiment aux sociétés cotées en bourse. Oui, c'est ça. L'indice CAC 40 c'est cotées en bourse ici, mais au Canada, en tout cas. Puis donc, tout ce que tu nous as raconté, là, les rachats d'actions, etc., on fait ça aussi au Canada. C'est juste que ça ne va pas à l'Assemblée générale. C'est comme c'est du registre du CA sans qu'il y ait de consultation. Exactement. On consulte beaucoup plus en France, mais donc, il y a moins de propositions d'actionnaires. C'est moins démocratique, le Canada, en termes de... Je dirais pas ça. Les règles sont différentes. J'essaie de le picosser un peu. Et en fait, ça serait le contraire parce qu'ici, au Canada, on peut soumettre des propositions d'actionnaires plus facilement. Okay. Ça nous prend à peu près 2000 $ d'actions, puis on peut soumettre une proposition d'actionnaire, tandis qu'en France, de mémoire, c'est 5 % du capital. Ah oui, OK. Fait que c'est un petit nombre de joueurs qui peuvent se permettre ça. Il y en a une par année en France, des propositions d'actionnaires. Ici, RBC en reçoit 10 par année. Ah oui, OK. Intéressant. Vraiment intéressant, en tout cas. Puis donc là, les prochaines étapes pour GIR France. Là, ouais, il va falloir GIR France. Y a-tu une SARL déjà créée? Ça va être une SAS, une SAS d'ici la fin de 2025, idéalement. Juste pour les gens qui nous écoutent, là, c'est l'équivalent de la Inc. ou de la non collectif. Là, en France, ça a des noms différents. Exactement. Donc SAS, puis donc c'est... SAS en 2025, idéalement un premier client d'ici Q3 2025, puis opérationnel avec des employés en France en 2026. Très intéressant, en tout cas. Puis là, comment ça fonctionne avec la Chambre de commerce et d'industrie? Ils vous présentent des gens? Oui, en fait, depuis 5 semaines, on a 2 5 à 7 par semaine avec la Chambre de commerce, les mardis, jeudis. Le foie, ça va bien? Ah, c'est... Une chance, c'est virtuel, puis c'est des 5 à 7 de formation. Là, on rencontre des intervenants, autant sur le marché français que canadien, qui peuvent nous aider à exporter en France. Comptables, avocats, financiers, juristes sur l'immigration, RH, recrutement. Donc, on essaie de se faire une tête sur notre projet d'exportation depuis 5 semaines. Très intéressant. En tout cas, merci Étienne d'être venu à l'émission. On va te suivre avec beaucoup d'intérêt. Bonne chance dans ces grands projets. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Francis Gosselin.
Philippe Richard-Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. Merci d'avoir été à l'écoute. C'était bien intéressant, tout ça, Phil. Oui, c'est le fun de voir des sociétés qui viennent s'installer au Québec. C'est quoi leur vision puis comment ils voient le marché. C'est aussi intéressant de voir pourquoi qu'une société voudrait s'exporter. moins 40, c'est ça, à place de la Côte d'Azur. Les défis de CGI, c'était bien intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi le volet, là, aller, comme tu dis, s'installer là-bas, la différence entre la réglementation, les actionnariats et tout. Bref, c'était une émission un peu spéciale, évidemment, qu'on vous proposait en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada, chapitre Montréal. Mais tout ça pour dire que si vous avez des questions, des commentaires là, pour nos 3 invités, n'hésitez pas à nous écrire. Écrivez-nous. Puis si il y a un entrepreneur dans votre petit coin de pays qui serait intéressant à recevoir, vous ne vous gênez pas. Il y a des gens de plus en plus qui nous écrivent « Hey, telle personne dans tel coin de pays ». On les invite. On fait ce show-là pour les entrepreneurs, vous faire connaître de belles sociétés du Québec. Vous écoutez, Prends pas ça pour du cash. On sera de retour la semaine prochaine, même place, même heure, pour une prochaine aventure. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.